Maintenant que j'ai fini toutes les étapes de création de mon livre, je peux enfin passer à la publication. Alors si vous êtes comme moi, vous pensez probablement toujours que pour pouvoir publier un livre, il faut le soumettre à une maison d'édition qui l'acceptera ou non, mais une fois que votre livre sera accepté, vous deviendrez enfin riche. Alors c'est une vision assez réductrice de la chose, et j'espère vraiment pouvoir un jour vous donner un regard de l'intérieur sur ce que c'est réellement, mais chaque chose en son temps, j'ai toujours pas fini de réviser les invisibles. Alors la voie de publication que je viens de vous décrire, c'est en fait appelée la voie traditionnelle de publication, par opposition à une autre voie qui s'est beaucoup développée ces dernières années, c'est l'autopublication. Alors déjà, oui, je sais, c'est le nom de cette série. Pourquoi j'en parle que maintenant? Tout simplement parce que je voulais parler avec vous des aspects créatifs avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, parce que l'autopublication c'est quand même un gros morceau. Alors déjà l'autopublication, c'est un concept qui date pas d'hier, ça existe depuis très longtemps. Pour ne citer qu'un seul auteur, Jane Austen, a auto-publié un de ses romans. Dans les exemples plus récents, il y a The Martian, le film qui a inspiré le film Seul sur Mars, et bien sûr 50 nuances de Grey, qui est je pense l'exemple le plus connu. Et ces deux livres-là ont été autopubliés initialement. Vous voyez bien que c'est plus juste un milieu confidentiel, c'est carrément devenu un marché à part entière. Une telle explosion s'explique grâce à l'arrivée d'Internet qui a permis d'une part la mise en relation entre auteurs, prestataires, à savoir correcteurs, designers, etc., et imprimeurs, grâce à l'apparition de nombreuses plateformes qui permettent aux auteurs indépendants de se faire connaître, mais aussi grâce à la croissance exponentielle des ventes de e-books. Et je ne citerai que le géant du marché, notre bien-aimé Amazon, chez qui les auteurs indépendants font plus de profit que les ventes des 5 plus grosses maisons d'édition, ce qui est quand même assez significatif. Mais qu'est-ce qui change réellement quand on est auto-édité? Alors je pense que vous avez pu le constater, mais ça représente de façon générale une quantité de travail démultipliée. Pour faire court, en faisant le choix de l'autopublication, l'auteur deviendra responsable des révisions, vous m'avez vu réviser, de la relecture, avec ou sans bêta-lecteur, donc ça c'est pareil, vous m'avez vu en parler, du formatage, de la couverture, pareil j'en ai parlé, de la soumission aux plateformes de vente, dont on va parler, de la communication et du marketing, on va en parler aussi, des ventes et de la pression. Et tout ça de A à Z. Même si dans l'édition traditionnelle, l'auteur peut aussi être impliqué dans certaines étapes, notamment le marketing et la communication en participant à des salons ou en faisant des dédicaces de livres, il est rarement l'unique responsable en fait de toutes ces étapes. Alors bien sûr, être responsable de la réalisation d'un livre, ça veut absolument pas dire qu'il faut réaliser soi-même tous les livrables. C'est le choix que moi j'ai fait, mais la plupart des auteurs autopubliés font appel à des designers, à des personnes pour la relecture, et à raison, c'est souvent des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, et je vous l'ai déjà expliqué. La seule chose qui reste constante en soi, c'est que le choix doit être fait par l'auteur, et en l'occurrence, moi en faisant le choix de l'autopublication, j'ai aussi choisi de ne pas contacter qui que ce soit pour m'aider. J'ai choisi de tout faire toute seule. Mais j'aurais aussi pu faire le choix de faire appel par exemple à un illustrateur pour faire ma couverture par exemple. Il y a donc énormément de prestataires qui sont liés au monde de l'autopublication, aussi bien en termes de création du livre, notamment ceux que j'ai mentionnés plus tôt, qu'en termes de vente ou en termes de production, mais je garde ça pour d'autres vidéos. Parallèlement, et c'est là un de ses principaux avantages pour beaucoup d'auteurs, l'autopublication ça permet de supprimer tous les intermédiaires qui peuvent intervenir normalement dans un parcours de publication. Mais par exemple, en passant par une maison d'édition traditionnelle, en moyenne, il me semble que l'auteur ne récupère que 7% du profit généré sur un seul livre, donc c'est relativement peu. Surtout quand on connaît le prix des livres aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut quand même vendre beaucoup de livres pour pouvoir arriver à dégager un revenu significatif. Donc c'est ce qui permet aux auteurs autopubliés de dégager en général plus de profit par unité vendue. Et j'insiste sur ça, c'est du profit par unité vendue, c'est pas un salaire ou un revenu régulier. Un autre avantage plus technique cette fois-ci, c'est par rapport aux droits d'auteur. Avec l'autopublication, on est maître de son contenu. On peut le modifier ou le retirer de la vente à tout moment, il n'appartient qu'à nous. Contrairement à l'édition traditionnelle où je crois qu'on vend les droits de notre livre et de ce qu'on a écrit à la maison d'édition. Et de même, ça permet aussi de s'ouvrir à plus de plateformes et à plus de modes de vente. Parce que certaines maisons d'édition, par exemple, restreignent les modes de vente et les endroits où on veut vendre, par exemple. Certaines maisons d'édition ne veulent pas travailler avec Amazon. Certaines maisons d'édition ne font pas de vente d'e-books, alors qu'en autopublication, on peut choisir de vendre des e-books et du papier en même temps, de vendre sur Amazon, de vendre en librairie, etc., etc., sans aucune contrainte. La seule contrainte, et c'est vraiment la contrainte principale qui peut faire fuir énormément de gens, c'est le fait qu'on doit vraiment tout faire soi-même. Alors je sais que je l'ai déjà dit avant, hein, mais je vais vraiment insister sur ce point. La mise en ligne sur toutes ces plateformes, par exemple si vous voulez mettre en ligne votre livre à la fois sur Amazon et à la fois sur la Fnac, c'est à vous de le faire. La gestion des droits d'auteur,
c'est à vous de le faire. Donc si vous voulez déposer votre texte à la BNF, en général c'est à vous de le faire. Pour protéger votre texte, c'est pareil, c'est à vous de faire déclarer le copyright, etc. Donc tout ça, ça repose sur les épaules de l'auteur auto-publié. Et quand on voit que d'après The Guardian, bien que le montant annuel moyen gagné par les auteurs indépendants en 2018 était d'environ 10 000 $, alors 10 000 $, ça paraît joli comme ça, mais déjà ça fait à peine 550 € par mois. C'est pas énorme, mais en plus de ça, la moitié de ces auteurs-là, je viens de parler de moyenne et là je parle de la moitié des auteurs, ils gagnaient moins de 500 $ par an. Donc l'autopublication, c'est beaucoup de travail, mais relativement peu de rémunération pécuniaire. Parce que justement, beaucoup d'auteurs trouvent que cette voie de publication est extrêmement gratifiante. D'après certaines enquêtes, il y a seulement 5% d'auteurs indépendants qui estiment ne pas avoir eu le succès qu'ils voulaient avec leur livre. Ça correspond pas forcément à ce à quoi on pourrait s'attendre si on voit les chiffres des revenus de vente. Parce que 10 000 $ par an, quand on voit que par exemple le SMIC brut c'est 18 000 € par an, c'est pas exactement les mêmes échelles, donc c'est assez intéressant de voir ça. De façon personnelle, j'ai aussi pu constater qu'il y avait beaucoup d'entraide dans la communauté des auteurs indépendants, qui est énormément développée dans les milieux anglophones, et ces auteurs ils s'encouragent mutuellement à tous les stades. Déjà au stade de l'écriture, où il y a énormément de groupes d'entraide, par exemple les communautés du NaNoWriMo, mais il n'y a pas que ça, il y a énormément de groupes Facebook, de communautés d'auteurs, etc., etc. Ils se donnent aussi des conseils, donc souvent au sein de ces mêmes communautés, vu qu'en général on a plus besoin de conseils quand on écrit, et que la relecture pour moi fait partie intégrante de l'écriture. Et ils se proposent aussi de se relire mutuellement, ou de faire des retours sur certains aspects des livres, et parfois même, ils participent activement à faire connaître le livre en l'achetant ou en le mettant en avant sur leurs propres réseaux sociaux. Donc je trouve que c'est un esprit de communauté entre auteurs indépendants qui est assez fort. C'est une des nombreuses preuves à mes yeux que même si c'est devenu une voie de publication assez commune, l'autopublication c'est vraiment la voie des auteurs passionnés par ce qu'ils font en fait. Ça représente un investissement énorme, aussi bien humain que financier si on a recours à des acteurs externes pour certaines parties, mais c'est aussi extrêmement gratifiant, même si on ne reçoit pas forcément la même reconnaissance qu'avec la publication traditionnelle. Dans mon cas, j'ai voulu tester l'autopublication par curiosité. Je suis tombée dessus en faisant mes recherches sur comment écrire, comment améliorer mon écriture, mais aussi potentiellement en voyant un peu plus loin comment me faire publier par une maison d'édition. Et c'est ce qui m'a donné envie de savoir quel est le potentiel de ce mode de publication. Par contre, j'ai quand même fait un choix stratégique. Déjà, j'ai fait le choix de ne pas publier un de mes romans parce qu'en général, et on reviendra là-dessus dans une autre vidéo, les gens recommandent de ne pas publier un livre qu'on voudrait soumettre à publication traditionnelle parce qu'il y a peu de chances pour que ce livre soit accepté ensuite à publication traditionnelle. Et j'ai aussi fait le choix de publier du contenu en langue anglaise puisque je sais que l'autopublication c'est beaucoup plus répandu et beaucoup plus connu dans les milieux anglophones, et notamment parce que, ça c'est un sentiment personnel, mais je trouve que dans les milieux anglophones, ils sont relativement moins réfractaires à l'idée de lire un livre électronique qu'on peut l'être en France. Voilà, c'était tout pour cette introduction à l'autopublication. Alors encore une fois, ce n'est que l'introduction. Il y a certains points sur lesquels je reviendrai et qui seront plus développés dans d'autres vidéos, mais surtout n'hésitez pas à aller vous renseigner par vous-même, c'est toujours intéressant de croiser ces sources et d'avoir plusieurs points de vue, c'est super enrichissant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi en attendant, je vous dis à mercredi prochain pour la semaine 4 du Camp Nano, et je vous fais des bisous.